Derrière la réalité quotidienne, il y a un monde fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. Le physicien Brian Greene nous emmène dans un voyage qui bouscule les lois de l'expérience humaine. Pourquoi ne voit-on jamais les événements se dérouler à l'envers? Selon les lois de la physique, c'est pourtant tout à fait possible. Cet autre monde transparaît quand on explore les phénomènes les plus extrêmes du cosmos. Des trous noirs, au Big Bang ou au cœur même de la matière. Je vais prendre la même chose que lui. Ici, le vide est le siège d'une activité intense. Notre univers n'est peut-être pas le seul. Et le monde en 3 dimensions n'est peut-être qu'un mirage. Mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous tromper à ce point sur quelque chose de si familier? Si ça nous ennuie, évidemment. Aucun principe inscrit dans les lois de la nature ne dit que les physiciens théoriciens devraient être contents. C'est une perspective révolutionnaire qui ouvre les portes à une multitude de possibles. Vous n'avez qu'à aller dans n'importe quelle gare et vous verrez à quel point le temps gouverne notre vie. Mais le temps n'est pas ce qu'il paraît. Il n'y a peut-être pas de distinction entre passé, présent et futur. Et si le temps n'est pas ce que nous croyons, alors qu'est-ce que c'est? A-t-il eu un début? Aura-t-il une fin? D'où vient-il? Aujourd'hui, dans la magie du cosmos, l'illusion du temps. En ce temps-là, c'est la phrase magique par laquelle débutent toutes les bonnes histoires. Mais quelle est l'histoire du temps? On dit souvent « le temps file »,« le temps c'est de l'argent »,« on perd son temps »,« on tue le temps »,« on essaie de gagner du temps ». Mais que savons-nous vraiment au sujet du temps? Tout comme ce fleuve, le temps semble perpétuellement s'écouler d'un moment à l'autre. Et le flux du temps semble toujours aller dans la même direction, vers le futur. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Les découvertes du siècle dernier ont montré que la plupart de nos idées sur le temps ne sont sans doute rien de plus qu'une illusion. Contrairement à notre ressenti quotidien, le temps ne s'écoule peut-être pas du tout. Notre passé n'a peut-être pas disparu et notre futur existe peut-être déjà. Il s'avère que le temps lui-même peut accélérer ou ralentir et que des événements qui nous semblent voués à se produire toujours dans le même sens peuvent aussi se dérouler à l'envers. Mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous tromper autant sur quelque chose de si familier? Et si le temps n'est pas ce que nous croyons, alors qu'est-ce que c'est? A-t-il eu un début? Aura-t-il une fin? D'où vient-il? On aimerait cerner le temps comme un objet, mais c'est absolument impossible. Parce qu'il est momentané et que toutes ces définitions nous ramènent à la notion de temps elle-même. Le temps, c'est cette chose qu'on connaît tous intimement, jusqu'à ce qu'on nous demande d'en parler. Qu'est-ce que le temps? C'est vraiment la question banco de la physique. Pour moi, il n'y a aucun aspect du temps que nous comprenions véritablement. Alors, comment fait-on pour s'attaquer à un mystère aussi profond et fuyant que le temps? On peut déjà commencer par le mesurer. Et grâce à des horloges de forme, de taille et de nature variées, nous mesurons le temps avec une précision croissante depuis des milliers d'années. D'une certaine manière, la première horloge n'avançait qu'une fois par jour. Il s'agit de la Terre en rotation. De la rotation quotidienne de notre planète sur son axe à son orbite annuelle autour du Soleil,
nous avons toujours utilisé le mouvement prévisible et constant de la Terre pour mesurer le temps. On cherche toujours des choses qui se répètent encore et encore. Et cette répétition, ce cycle, forme une horloge. Le temps, ce n'est qu'un processus répétitif. En mesurant le mouvement de la Terre avec des cadrans solaires, nous avons divisé la journée en heures. La Terre effectue une rotation en une journée et nous cochons les jours en observant le lever et le coucher du Soleil. Avec le balancement d'un pendule, nous avons divisé les heures en minutes et en secondes. Et avec la vibration d'un cristal de quartz, nous avons amélioré la précision au millième de seconde près. Mais c'est à l'Institut national des normes et de la technologie, dans le Colorado, qu'il faut aller pour connaître l'heure exacte. Voici l'heure officielle des États-Unis. Il n'y a pas plus précis. Ici, on mesure le temps avec une précision stupéfiante grâce à l'un des plus petits objets de l'univers, un atome d'un métal rare appelé le césium. Les atomes ont une fréquence naturelle. Or, tout ce qui vibre et qui vous fournit un mouvement répétitif peut servir d'horloge. La fréquence d'oscillation de l'atome de césium est la garante officielle du temps dans le monde. Lorsqu'il est bombardé d'énergie, l'atome de césium vibre ou oscille en émettant plus de 9 milliards d'impulsions de lumière par seconde. On compte les oscillations de l'atome de césium. L'atome de césium oscille 9 192 631 770 fois par seconde. Et donc, à chaque fois qu'on atteint ce chiffre, une seconde s'est écoulée. On compte une seconde après une seconde après une seconde. C'est stupéfiant. Ma montre gagne ou perd une seconde environ tous les 2 mois. Ces horloges-là gagnent ou perdent une seconde tous les 100 millions d'années. Ce genre d'histoire, le fait de prendre une mesure du temps et de la remplacer par quelque chose qu'on considère comme plus précis, ça illustre le processus de réforme constante de la physique depuis des siècles. Mais malgré l'incroyable précision de nos horloges, le temps reste un mystère. Car si elles peuvent nous donner l'heure, les horloges sont incapables de nous dire ce qu'est le temps lui-même. Qu'est-ce que nous mesurons exactement ? Même si nous ne savons pas ce qu'est le temps, l'expérience de son flux fait partie des fondements de notre vie. On est toujours en train de penser au temps. On se souvient du passé, on fait des projets pour l'avenir. Toute notre vie se déroule au rythme de ce tic-tac, tic-tac. Vous n'avez qu'à aller dans n'importe quelle gare et vous verrez à quel point le temps gouverne notre vie. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le développement du chemin de fer a joué un rôle clé dans une découverte particulièrement étonnante à propos du temps. Contrôle les billets, monsieur. Le train est à l'heure ? Oui, monsieur. Merci. Au début du transport ferroviaire, le temps apparaît très vite comme un problème. À l'époque, chaque ville fixait l'heure à sa propre convenance. En gros, il était midi quand le soleil atteignait son zénith. Quant à l'heure qu'il était ailleurs, ça n'avait aucune espèce d'importance. Et pour compliquer encore davantage les choses, les trains adoptaient l'heure de la ville où ils avaient commencé leur trajet.
Donc, si j'étais allé de Paris à Genève, je serais resté à l'heure de Paris tout le long du voyage, puisque c'était la ville de départ. Mais si j'étais allé dans l'autre direction, de Genève à Paris, je serais resté à l'heure de Genève. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de lignes de chemin de fer et de plus en plus d'heures différentes. Tout ça est devenu d'une complexité cauchemardesque. La nécessité de coordonner les horloges sur de longues distances s'est vite imposée. Surtout lorsque les villes étaient reliées par une voie unique. C'est alors que commence l'histoire moderne du temps. Alors que le besoin de synchroniser les horloges devient de plus en plus pressant, un jeune physicien du nom d'Albert Einstein est engagé à l'Office des brevets de Berne, en Suisse. Il avait accès à toutes les grandes inventions de l'époque. Les brevets proposaient toutes sortes de nouvelles méthodes pour synchroniser les horloges, comme l'échange de signaux télégraphiques ou la synchronisation par ondes radio. Et donc la synchronisation du temps, ce qu'était le temps et comment on pouvait le mesurer, tout ça a tout de suite passionné Einstein. Einstein va bientôt ébranler le monde avec une théorie radicale sur la nature du temps. Et ses inventions pour mesurer le temps lui offrent une source d'inspiration inattendue. Einstein découvre que ses propositions pour synchroniser les horloges constituent bien plus que de simples inventions créatives. En fait, il s'aperçoit qu'elles révèlent une faille profonde dans notre compréhension du temps lui-même. La plupart des gens ont une conception assez simple du temps. Il s'écoule à la même vitesse pour tout le monde, partout. C'est une représentation de bon sens qui a été établie par le père de la science moderne, Isaac Newton. Pour Isaac Newton, le temps est une propriété immuable de l'univers. Il change toujours au même rythme. Le temps suit son cours et on ne peut rien y changer. La vision qu'avait Newton du temps semble logique, mais Einstein s'est rendu compte qu'elle était fausse. Il a découvert que le temps s'écoulait à différents rythmes. Si bizarre que ça puisse paraître, cela signifie que le temps, pour moi, n'est peut-être pas le même que pour vous. La découverte d'Einstein a pulvérisé la conception newtonienne de la réalité. Einstein dit que le temps n'est pas une simple donnée universelle. C'est une expérience individuelle. Ce qu'Einstein nous a donné, c'est une représentation beaucoup plus riche, dans laquelle le temps de chacun s'écoule à son propre rythme. Il n'y a pas le temps dans le sens d'un tic-tac universel. Il y a des temps. Einstein en est arrivé à cette conclusion stupéfiante en mettant en évidence une connexion cachée entre l'espace et le temps. Ce que le physicien a compris, c'est qu'il existe un lien profond entre le mouvement dans l'espace et l'écoulement du temps. En gros, plus on a de l'un, moins on a de l'autre. Pour voir comment ça marche, allons faire un petit tour. Pour l'instant, je roule vers le nord à 96 km/h, c'est-à-dire que la totalité de mon mouvement est dirigée vers le nord. Mais nous allons maintenant emprunter une route transversale et rouler vers le nord-ouest. Je vais toujours à 96 km/h, mais je ne progresse pas aussi rapidement vers le nord qu'il y a une minute. C'est parce qu'une partie de mon mouvement vers le nord a été déviée ou partagée avec mon mouvement vers l'ouest. Einstein s'aperçoit que le temps et l'espace sont reliés plus ou moins de la même façon que le nord et l'ouest. Avec cette découverte surprenante, il allait à l'encontre de l'idée générale qui veut que le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde. Voilà ce que je veux dire.
Ce type là-bas vous dira que je ne bouge pas du tout. Et pourtant je bouge. Je ne me déplace peut-être pas dans l'espace, mais je me déplace dans le temps. Après tout, ma montre continue à avancer et avancer. Tant que je reste immobile, c'est-à-dire que je ne me déplace pas dans l'espace, Einstein dit que tout mon mouvement se produit dans le temps. Mais regardez ce qui se passe si je marche vers ce type. Nous avons exagéré la chose, mais parce que je suis désormais en mouvement, il aura l'impression que le tic-tac de ma montre est plus lent. C'est parce que, de son point de vue, une partie de mon précédent déplacement à travers le temps est déviée dans mon déplacement à travers l'espace. Et il ne s'agit pas seulement de ma montre. Si nous exagérons encore plus l'effet, il percevra tous mes mouvements, ma voix et tout ce qui me concerne au ralenti. Maintenant que j'ai cessé de bouger, le rythme de nos deux montres est à nouveau synchronisé. C'était ça, la découverte majeure d'Einstein. Le mouvement dans l'espace affecte l'écoulement du temps. Il est difficile de concevoir que deux personnes n'aient pas la même mesure du temps. Le temps n'est-il pas extérieur à nous? Comment ma mesure du temps pourrait-elle dépendre de mes mouvements ou des vôtres? Le temps lui-même s'écoule plus lentement pour la personne qui est en mouvement. C'est stupéfiant. Avant Einstein, personne n'avait imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Seul Einstein a conçu ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le constate pas dans la vie de tous les jours? En fait, à la vitesse réduite à laquelle on évolue ici sur la Terre, l'impact du mouvement sur le temps est si faible qu'on ne le perçoit pas. Mais l'effet est bien réel et peut être mesuré. Pour ce faire, vous n'avez besoin que de 2 horloges atomiques et d'un avion à réaction. Cette expérience a été faite en 1971. Des scientifiques se sont envolés à l'autre bout du monde avec une horloge atomique qu'ils ont ensuite comparée à une horloge de référence restée au sol. Comme l'avait prédit Einstein, les 2 horloges n'affichaient plus la même heure. Elles n'étaient désynchronisées que de quelques centaines de milliardièmes de seconde, mais c'était bien la preuve que le mouvement affecte l'écoulement du temps. La théorie d'Einstein a été mise à l'épreuve à maintes reprises. Et tout concorde. C'est vraiment la base de notre compréhension du fonctionnement de la nature. Ces effets, autrefois considérés comme minimes et obscurs, sont très évidents avec la technologie actuelle. Avec la découverte de ce lien inattendu, Einstein a pris conscience que l'espace et le temps ne pouvaient plus être considérés comme 2 choses distinctes. En réalité, ils se fondent ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace-temps. Einstein unifie la notion d'espace et la notion de temps dans une structure quadridimensionnelle qu'on appelle l'espace-temps. Et cette fusion de l'espace et du temps va conduire Einstein à une révélation encore plus hallucinante. La différence marquée que nous voyons entre le passé, le présent et le futur n'est peut-être qu'une illusion. Dans la vie de tous les jours, nous percevons le temps comme un flux continu. Mais on peut aussi se le représenter comme une succession d'instantanés ou de moments. Tout ce qui se produit doit alors être considéré comme le déploiement d'un moment, puis d'un autre, puis d'un autre. Et si l'on représentait tous ces moments, ces instantanés, les uns derrière les autres, tous les moments ici sur la Terre, tous les moments de la Terre en orbite autour du Soleil, et tous les moments dans l'ensemble de l'univers, on verrait alors tous les événements qui se sont produits ou se produiront un jour. Tous les emplacements dans l'espace et tous les moments dans le temps.
Depuis la naissance de notre univers, lors du Big Bang, il y a quelques 14 milliards d'années, jusqu'à la formation des étoiles et de la Voie lactée. À la création de la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années, jusqu'à l'époque des dinosaures et aux événements qui se produisent aujourd'hui sur Terre, comme moi qui travaille dans mon bureau. Cette conception de l'espace-temps a conduit Einstein à réfuter notre représentation habituelle du passé, du présent et du futur. Pour mieux comprendre cette idée, il faut penser au concept apparemment simple de « maintenant ». Une liste de choses dont j'estime qu'elles sont en train de se produire maintenant pourrait comprendre l'horloge de mon bureau qui indique midi, mon chat qui vient de sauter du rebord de la fenêtre, des choses qui se produisent loin d'ici comme un pigeon en train de prendre son envol à Venise, une météorite heurtant à l'instant la Lune et l'explosion d'une étoile aux confins de l'univers. Ces événements et tout ce qui, selon moi, est en train de se produire au même moment dans le temps, mais à différents emplacements de notre univers, forment ma perception intuitive de maintenant. On peut les représenter alignés sur une même tranche d'espace-temps. Appelons ça une tranche de maintenant. Le bon sens voudrait que vous, moi et tous les autres, nous tombions d'accord sur ce qui se passe ou ce qui existe maintenant, moment après moment après moment. C'est-à-dire que nous serions tous d'accord sur ce que contient une tranche donnée de maintenant. Mais Einstein a montré qu'étrangement, quand on prend en compte le mouvement, cette représentation logique du temps vole en éclats. Pour mieux comprendre, imaginez l'espace-temps comme une miche de pain. Einstein a réalisé que tout comme il y a différentes façons de découper une miche de pain en plusieurs tranches, il y a différentes façons de découper l'espace-temps en plusieurs tranches de maintenant. C'est-à-dire que comme le mouvement affecte l'écoulement du temps, quelqu'un qui bouge n'aura pas la même conception de ce qui est en train de se passer maintenant et découpera donc la miche différemment. Ces tranches de maintenant n'auront pas le même angle de coupe. La personne qui bouge déviera le couteau. Elle l'orientera selon un angle différent. Ces tranches de temps ne seront pas parallèles aux miennes. Pour vous faire une idée des conséquences bizarres de ce phénomène, imaginez un extraterrestre, ici, dans une galaxie à 10 milliards d'années-lumière de la Terre, et tout là-bas sur la Terre, le type de la station-service. S'ils sont tous les deux stationnaires, qu'ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, leurs horloges tournent au même rythme et ils partagent les mêmes tranches de maintenant, découpées perpendiculairement à la miche. Mais regardez ce qui se passe si l'extraterrestre monte sur son vélo et s'éloigne de la Terre. Puisque le mouvement ralentit l'écoulement du temps, leurs horloges ne tournent plus au même rythme. Et si leurs horloges ne sont plus en phase, leurs tranches de maintenant ne le sont plus non plus. Les tranches de l'extraterrestre ne sont plus découpées de la même manière, elles sont désormais tournées vers le passé. Comme l'extraterrestre pédale sans se presser, ces tranches ne dévient que de quelques degrés vers le passé. Mais à une telle distance, cet angle minuscule produit une différence gigantesque dans le temps. Si bien que la tranche de maintenant de l'extraterrestre, ce qu'il pense être en train de se produire en cet instant sur la Terre, exclut désormais notre ami de la station-service, et même 40 ans plus tôt, l'époque où il était bébé. Étonnamment, la tranche de maintenant de l'extraterrestre s'est étalée sur 200 ans d'histoire terrestre et contient désormais des événements qui font à nos yeux partie d'un lointain passé, comme Beethoven terminant la 5e symphonie. Même à une vitesse relativement lente, on peut avoir des désaccords considérables sur la notion de maintenant, ce qui se passe en même temps, si l'on est assez distant dans l'espace.
Et comme si ça ne suffisait pas, la direction dans laquelle vous vous déplacez a aussi son importance. Regardez ce qui se produit lorsque l'extraterrestre fait demi-tour et pédale vers la Terre. La nouvelle tranche de maintenant de l'extraterrestre dévie vers le futur. Elle englobe donc des événements qui ne se produiront sur la Terre que d'ici 200 ans. Par exemple, la téléportation de l'arrière-arrière-petite-fille de notre ami de Paris à New York. Quand on sait que votre maintenant peut être ce que je considère comme le passé ou encore ce que je considère comme le futur et que votre maintenant est aussi valable que le mien, on comprend que le passé est forcément réel et le futur aussi. Il pourrait être votre maintenant, ce qui implique que le passé, le présent et le futur sont tous aussi réels. Ils existent tous. Si vous croyez les lois de la physique, le futur et le passé sont tout aussi réels que le moment présent. Le passé n'a pas disparu et le futur n'est pas non existant. Le passé, le présent et le futur existent tous exactement de la même manière. Tout comme on envisage l'ensemble de l'espace comme existant quelque part, on doit envisager que l'ensemble du temps existe quelque part aussi. Tout ce qui est déjà arrivé ou qui arrivera un jour. Tout existe. Depuis le moment où Léonard de Vinci a mis la touche finale à sa Joconde, jusqu'à la signature de la Déclaration d'indépendance américaine, votre premier jour d'école, et des événements qui, de notre point de vue, n'ont pas encore eu lieu, comme le premier homme sur Mars. Avec cette proposition audacieuse, Einstein fait voler en éclats l'un des fondements de notre conception du temps. Pour le citer, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion quoique persistante. Mais si tous les moments dans le temps existent déjà, pourquoi avons-nous la sensation très forte que le temps, comme ce fleuve, semble toujours aller vers l'avant? Eh bien, peut-être qu'on s'est trompé et que le temps ne s'écoule pas. Peut-être que le fleuve du temps est en fait un fleuve gelé, dans lequel tous les moments sont figés à jamais. L'exemple le plus frappant de la façon dont fonctionne le monde est lié à cet écoulement du temps. La physique fait preuve d'une violence extrême à l'égard de l'expérience quotidienne du temps. Notre expérience du temps est tout entière dans le présent. Tout ce qu'on appréhende, c'est l'instant présent. Rien dans les lois de la physique ne privilégie un maintenant sur un autre. Si on a l'impression que les choses changent, c'est uniquement d'un point de vue subjectif. Il faut se dire que tous les moments du temps existent déjà, à la manière d'un film contenu en entier sur la pellicule. La différence, c'est qu'au cinéma, un projecteur éclaire ou sélectionne une image après l'autre, à mesure qu'elle défile. Mais dans les lois de la physique, il ne semble pas y avoir de projecteur pour sélectionner un moment parmi tous les autres. Notre cerveau crée peut-être cette impression, mais en réalité, ce que nous ressentons tous comme l'écoulement du temps n'est probablement rien de plus qu'une illusion. Si le temps ne s'écoule pas plus que ce fleuve gelé et qu'il est contenu tout entier quelque part, est-il possible de voyager dans le futur ou dans le passé ? Et si le voyage dans le temps existait, ressemblerait-il à ce qu'on imagine ? The time travelers. Suppose something goes wrong with the time machine again. Roll the switch, Jet. Can we go anywhere we want at any time? We're going to attempt time travel. Personne, à part à Hollywood, n'a encore réussi à fabriquer une machine temporelle. Et pourtant, il est peut-être possible de voyager dans le temps.
Une des solutions pour voyager dans le temps serait d'avoir recours à une caractéristique étrange de la gravité. La force familière qui maintient nos pieds au sol peut avoir un impact important sur le temps. Bonjour. Bonjour. Voilà, plus tard, monsieur. Oui, beaucoup plus tard. Comment la gravité peut-elle intervenir dans la fabrication d'une machine à voyager dans le temps? La théorie d'Einstein montre que la gravité, comme le mouvement, modifie le temps. C'est comme si la gravité parvenait à retenir le temps et à ralentir son passage. Et plus l'attraction gravitationnelle est forte, plus le temps ralentit. Son effet ici sur la Terre est trop faible pour être perçu. Mais il n'en est pas moins réel. Dans un gratte-ciel, comparé aux habitants du dernier étage, ceux du rez-de-chaussée ont l'impression que le temps s'écoule un peu plus lentement, parce que la gravité est légèrement plus forte à proximité du sol. Mais si on pouvait voyager jusqu'à un trou noir, l'effet de la gravité sur le temps serait énorme. Les trous noirs, qui se forment lorsque des étoiles massives s'effondrent sur elles-mêmes, ont un champ gravitationnel intense, des millions et même des milliards de fois plus fort que celui de la Terre. Et si quelqu'un vous regardait voyager près d'un trou noir, il verrait le temps se ralentir pour vous de façon spectaculaire. Si vous êtes à côté de ce trou noir et que vos amis vous observent de loin, vous aurez l'air de bouger et de parler lentement. Biologiquement, vous aurez l'air de vieillir plus lentement. Les années qui s'écouleront pour eux seront pour vous des minutes. Si bien que selon la taille du trou noir et la distance à laquelle je suis, si je passe 1 heure ou 2 en orbite, quelques 50 ans se seront écoulés entre-temps sur Terre. J'aurais voyagé dans le futur de la Terre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça fait un sacré bout de temps. Le voyage dans le temps vous va bien. Merci, c'est un peu ma fontaine de jouvence. Donc, à mon retour, je me retrouverai dans le futur. Tout le monde aura vieilli de 50 ans, mais moi, je n'aurai que quelques heures de plus. Voyager vers le futur, c'est une chose. Mais que se passe-t-il si je veux aller dans le passé? Eh bien, c'est peut-être possible aussi grâce à un phénomène prédit par les équations d'Einstein, les trous de verre. Si les trous de verre existent, ce sont en quelque sorte des passerelles dans l'espace-temps, des tunnels qui relient non seulement un endroit à un autre, mais aussi un moment à un autre. Un trou de verre raccorderait une partie de l'espace-temps à une autre partie plus ancienne de l'espace-temps, comme une sorte de métro à travers le temps. Disons que j'aimerais remonter le temps pour me rencontrer moi-même au début de cette émission. S'il y avait un trou de verre entre ici et là-bas, tout ce que j'aurais à faire, c'est d'y entrer. Hey, content de te revoir. Merci, content d'être là. Bon, ce serait un peu bizarre. Mais le vrai problème, si on voyageait dans le passé, c'est que les choses deviendraient rapidement très confuses. Imaginez que je modifie quelque chose dans mon passé. Par exemple, que j'empêche mes parents de se rencontrer. Est-ce que ça voudrait dire que je ne vais pas naître? Si vous remontez le temps, vous ne pouvez pas modifier ce qu'on sait être vrai dans le passé, parce que c'est déjà arrivé. Si vous allez dans le passé et que vous tuez celui que vous croyez être votre grand-père, il y a forcément erreur sur la personne, parce que tout ça doit s'agencer parfaitement, même si c'est de manière détournée. Et si on peut voyager dans le passé, pourquoi ne sommes-nous pas envahis de touristes venus du futur?
Je veux dire, on n'a encore jamais vu de voyageurs temporels apparaître et disparaître hors de notre monde. En tout cas, c'est l'opinion la plus communément répandue. On peut donc se risquer à considérer qu'il est tout bonnement impossible de remonter le temps. Du moins pour l'instant. Mais tant qu'elle n'aura pas été exclue mathématiquement, l'hypothèse du voyage dans le passé ne pourra pas être écartée. Il est assez peu probable que ça devienne un jour une réalité pratique. Mais ça n'est pas interdit, au moins en principe. D'après moi, c'est impossible. Mais ce qui est frappant, c'est que nous n'avons pas encore réussi à prouver ça de façon rigoureuse. Remonter dans le temps semble donc hors de portée. Mais que dire de l'idée, si répandue dans notre vie de tous les jours, que le temps lui-même ne se déplace que dans un seul sens, vers le futur? C'est ce qu'on appelle la flèche du temps. La flèche du temps est sans doute le fait le plus flagrant concernant notre univers que nous ne comprenons pas véritablement. Pourquoi vit-on dans un univers où le temps a une direction? C'est un mystère. Ce n'est pas vrai de l'espace. Dans l'espace, je peux aller de New York à Chicago et puis changer d'avis et aller de Chicago à New York. Le temps a donc une dimension unidirectionnelle qui nous échappe. Pourquoi ne revient-il pas en arrière? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie quand on dit que le temps s'écoule en avant du passé vers le futur? Alors, que pouvons-nous dire sur l'origine de la flèche du temps? Pourquoi ne voit-on les événements se produire que dans une seule direction? Pourquoi ne les voit-on jamais se dérouler à l'envers? Ça doit venir des lois de la physique. Elles n'autorisent sûrement pas ce genre de choses. En fait, si. Les lois de la physique sont les équations mathématiques que nous utilisons pour tout décrire, depuis le comportement des atomes jusqu'au tourbillon des galaxies. Elles ont été formulées et vérifiées à travers des siècles d'observation et d'expérimentation. Mais bizarrement, rien dans les lois de la physique ne stipule que les événements doivent se produire selon cette séquence familière qu'on appelle en avant dans le temps. À en croire ces équations, les événements pourraient tout aussi bien se produire en sens inverse. La plupart des équations que nous utilisons pour décrire ce qu'on voit dans l'univers ne disent rien de la direction du temps. Ces équations fonctionnent, qu'on avance dans le temps ou qu'on recule. On a donc cette contradiction entre la physique, qui semble fondamentalement réversible, et une grande partie de notre vie, qui semble irréversible. Même si ça va à l'encontre de l'expérience quotidienne, les lois de la physique affirment que les bizarreries de ce genre sont possibles. Mais comment? La réponse est moins tirée par les cheveux qu'on pourrait le croire. Voilà pourquoi. Nous savons tous ce qui se passera si je laisse tomber ce verre de vin. L'idée que ce gâchis pourrait d'une façon ou d'une autre s'inverser et se reconstituer en un verre rempli de vin semble absurde. Mais selon les lois de la physique, c'est pourtant tout à fait possible. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'inverser la vitesse de tous les constituants. Du moindre éclat de verre, de la moindre goutte de vin, des moindres molécules et atomes de liquide, de verre, de table et d'air. Juste inverser la vitesse de chacun d'entre eux. Et voilà. Mais si les lois de la physique se fichent de savoir si le verre est intact ou en morceaux, pourquoi ne le voit-on jamais se reconstituer? Comment peut-on appliquer les lois de la physique à notre expérience quotidienne? Il nous manque forcément quelque chose pour comprendre, mais quoi? Pourquoi y a-t-il la flèche du temps? Comme beaucoup de bonnes énigmes, celle-ci nous entraîne jusque dans un cimetière en quête d'indices. C'est à Vienne, près de la dernière demeure de Beethoven, Brahms, Schubert et Strauss,
que se trouve la tombe du physicien autrichien de la fin du 19e siècle, Ludwig Boltzmann. Gravé sur sa pierre tombale, on peut voir une équation élégante. S égale K log W. C'est la formulation mathématique d'un concept fondamental appelé entropie. L'entropie est la mesure d'une chose que nous connaissons tous très bien, le désordre ou le hasard. C'est une idée importante parce qu'il y a une tendance générale dans l'univers à évoluer de l'ordre vers le désordre. Mais pour mieux comprendre cette idée, prenons mon livre avec ses 569 pages. Il est tout à fait organisé. La page 1 précède la page 2, qui précède la page 3, et ainsi de suite. Mais nous allons maintenant arracher les feuilles et laisser faire l'entropie. Comme vous pouvez le constater, les pages deviennent très désorganisées. La raison est évidente. S'il n'y a pour elles qu'une seule façon d'atterrir en ordre, il y a en revanche de multiples façons d'atterrir en désordre. Il est donc beaucoup plus probable qu'elles atterrissent n'importe comment. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Les choses évoluent de l'ordre vers le désordre. Ici, d'un livre bien agencé à des pages dispersées au hasard. Partout autour de nous, nous pouvons voir la preuve que l'entropie ou le désordre augmente au fil du temps. Un œuf se brise et se répand. Les glaçons perdent leur forme cubique en revenant à l'état liquide. Les volutes de fumée deviennent de plus en plus désordonnés. Les états ordonnés évoluent vers le désordre. Et c'est peut-être ce qui apparaît comme la direction d'une flèche du temps. Et ces degrés d'anarchie, cette mesure du désordre, tendent à s'accroître dans une direction du temps. Et pour Boltzmann, c'est ça qui commence à créer un arc du temps. C'est peut-être ça la réponse. La flèche du temps résulterait de la tendance qu'a la nature à évoluer vers un désordre toujours croissant. On pourrait croire qu'on progresse, mais il y a juste un petit problème avec ce raisonnement. Puisque les lois de la physique ne font pas la différence entre le futur et le passé, l'entropie devrait s'accroître non seulement vers le futur, mais aussi vers le passé. Et ça n'a aucun sens. Ce qui implique que l'entropie devrait augmenter où qu'on regarde. Qu'on regarde vers le passé ou vers l'avenir, elle devrait augmenter. Ça veut dire que les pages de mon livre dans le passé seraient désorganisées et qu'elles se rassembleraient pour former un livre bien ordonné entre mes mains. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un truc comme ça se produire? Comment notre expérience quotidienne peut-elle diverger autant des lois de la physique? Il manque forcément un morceau du puzzle. Si nous sommes certains que le passé devait être plus ordonné et que l'univers tend au désordre, comme nous le dit l'équation de l'entropie, y a-t-il quelque chose d'autre que les lois de la physique susceptibles d'expliquer ça? Admettons que vous tapiez dans une balle de baseball. Les lois de la physique peuvent vous aider à prédire la trajectoire de la balle. Mais ces lois ne sont pas la seule chose dont vous avez besoin. Si vous passez le film à l'envers, vous verrez qu'il faut aussi prendre en compte les conditions de départ, comme par exemple la force du coup. De la même façon, si les lois de la physique ne peuvent pas nous expliquer la flèche du temps, il faut peut-être prendre en compte les conditions initiales de l'univers, ce qui nous ramène au Big Bang. Si l'histoire de l'univers était un film et qu'on le passait à l'envers, on verrait l'ordre augmenter à mesure qu'on remonterait dans le temps. Progressivement, l'univers actuel, avec ses milliards d'amas galactiques dispersés çà et là, retournerait à l'état de nuages de poussière et de gaz sous l'effet d'une contraction. Ces nuages de gaz et de poussière ne cessent de se resserrer. Et si on remonte assez loin, ils se réduisent en un volume de plus en plus petit. Nous voici enfin arrivés à l'endroit où tout s'arrête. Si ce qu'on a là représente l'espace tout entier à chaque moment du temps, alors on peut voir qu'il n'y a tout simplement plus d'espace ni de temps avant cet unique moment.
Si bien que l'ultime source d'ordre, de faible entropie, est forcément le tout début de l'univers, le Big Bang. Le Big Bang est un état très ordonné. C'est sûrement l'événement le plus ordonné de toute la physique. Tout ce qui s'est passé par la suite n'a fait qu'augmenter le désordre. Le Big Bang explique pourquoi l'univers peut sembler différent selon qu'on regarde vers le passé ou vers le futur. Et par ailleurs, au tout début, l'univers devait être non seulement différent, mais aussi très ordonné. Pourquoi l'entropie est-elle basse? On n'en sait rien. Mais on sait au moins que l'univers a commencé à un moment où l'entropie était basse. On pourrait donc penser que le Big Bang a mis la flèche du temps en mouvement. On pourrait comparer ça à un réveil mécanique. De la même manière qu'un ressort remonté à fond libère l'énergie emmagasinée en se détendant, l'univers n'a pas cessé de se détendre depuis le Big Bang, et il est devenu de plus en plus désorganisé. Notre univers a commencé dans un état d'ordre tout à fait inhabituel. Et c'est pour ça qu'au final, le temps semble avoir une direction. Nous ne savons pas encore pourquoi notre univers a commencé dans un état très ordonné. Mais le fait qu'il en soit ainsi signifie qu'à chaque fois qu'un verre se casse, il prolonge quelque chose qui s'est mis en mouvement il y a plusieurs milliards d'années. Le verre se brise, mais ne se reconstitue pas parce qu'il suit l'élan naturel de l'ordre vers le désordre qui est apparu après le Big Bang. On évolue uniquement du passé vers le futur. Et tous les changements qu'on observe, depuis la formation des étoiles jusqu'à notre vie, ne sont que des épiphénomènes, des surfeurs glissant sur la grande vague du désordre croissant de l'univers qui définit la différence entre passé et futur. Le Big Bang a donc attaché la flèche du temps à notre univers. Et tout ce qui s'est produit depuis n'est peut-être que l'élan vers un désordre toujours plus grand qui a commencé avec cet événement il y a 13 milliards 700 millions d'années. Mais si le temps a un début et que le désordre s'accroît, faut-il en conclure que le temps aura une fin? À quoi l'univers ressemblera-t-il dans un futur très lointain? Des découvertes récentes apportent de nouveaux éléments de réponse à cette question. Avec la force explosive du Big Bang, l'espace est entré dans une violente expansion. Et en conséquence, l'univers continue à s'étendre aujourd'hui. Pendant longtemps, la plupart des gens ont pensé que cette expansion devait forcément ralentir. C'est-à-dire qu'on considérait l'espace et sa multitude de galaxies comme une voiture roulant le long d'une autoroute. Si le conducteur lâche l'accélérateur, la voiture ralentit progressivement. De la même façon, on pensait que l'univers se dilatait, mais à un rythme de plus en plus lent. Or, des astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle accélère. Un peu comme si, au lieu de lever le pied, notre conducteur enfonçait l'accélérateur jusqu'à ce que le turbo se mette en marche. Et c'est ce qui fait que l'expansion de l'univers est de plus en plus rapide. Notre expansion va s'accélérer, elle ne va pas ralentir. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude de penser. Tout ça aura des répercussions très étranges dans le futur. Étant donné que l'expansion de notre univers s'accélère, d'ici environ 100 milliards d'années, toutes les galaxies lointaines auront été projetées hors de notre vue. Ce sera comme si notre galaxie était au milieu du néant. Nos descendants n'auront plus aucun point de repère. La lumière des galaxies lointaines effectue un si long voyage pour nous parvenir que lorsque nous les regardons, nous regardons en fait le passé. Si bien que dans le futur lointain, lorsque ces galaxies ne seront plus visibles, les astronomes découvriront qu'en termes cosmiques, le passé est hors de portée. Quant à la fin des temps,
Il y a une théorie qui dit que les trous noirs finiront par dominer le cosmos. Puis ils s'évaporeront à leur tour et ne laisseront rien d'autre que des particules isolées dérivant dans l'espace. Dans un très lointain futur, lorsque tout aura décliné et plus ou moins disparu, il n'y aura plus de changement. Et sans changement, on n'a pas réellement conscience du temps qui passe. S'il n'y a pas d'événements qui se produisent, il paraît difficile ne serait-ce que d'imaginer que le temps a pu exister. On ne peut même pas différencier le passé de l'avenir. De façon très concrète, le temps lui-même perdra un jour sa signification. Il y a environ 350 ans, Isaac Newton, qui fut l'un des premiers à envisager le temps d'un point de vue scientifique, a écrit qu'il n'avait pas besoin de définir le temps parce que c'était quelque chose que tout le monde connaissait. Mais pour parvenir à concilier notre expérience du temps avec la véritable nature du temps, nous avons été obligés de remettre en cause certaines de nos croyances les plus profondes. Nous savons désormais que dans chaque événement qui va de l'ordre au désordre, il y a un lien avec le Big Bang lui-même qui nous donne la flèche du temps. La notion rationnelle d'un temps unique gouvernant l'univers a cédé la place à une représentation dans laquelle le temps est différent pour chacun d'entre nous. L'écoulement du temps, qui nous semble tout aussi réel que celui d'un fleuve, n'est peut-être rien de plus qu'une illusion. Le passé, le présent et le futur existeraient tous sur un pied d'égalité. Notre expérience quotidienne du temps exercera toujours une forte influence. Nous continuerons à imaginer que le temps est universel, que le passé a disparu et que le futur doit encore se réaliser. Mais grâce à nos découvertes scientifiques, nous pouvons aussi regarder au-delà de l'expérience et admettre que nous faisons partie d'une réalité beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Dans un instant, tout sur les mystères de Stonehenge. Ce site du sud de l'Angleterre aurait en effet été le Lourdes du Néolithique. Explication scientifique après un programme court.